Bonjour, bienvenue dans la saison 2 de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture, dans une approche non manichéenne et pour ne pas opposer passé et futur, dans une réflexion transversale permettant de vivre au présent dans un cadre de vie plus heureux car mieux identifié. Carpe diem. Je suis Anne-Charlotte, chroniqueuse du podcast, accompagnée de l'ingénierie son pour vous offrir le meilleur. Merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Michel Raymond. Bonjour Michel Raymond. Bonjour Anne-Charlotte. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes un architecte très identifié dans le paysage français et à la tête de votre propre et emblématique atelier Michel Raymond et Associés. L'atelier est situé dans le quartier parisien des architectes, 6 Cité de l'Ameublement, dans le 11e arrondissement. Mieux que je ne pourrais le faire, un texte écrit au cœur de votre agence vous présente ainsi, je cite: « Hôpitaux, stades, universités, laboratoires de recherche, équipements tertiaires et d'infrastructures, son atelier à Paris réalise des projets complexes de grande envergure. Répondant à des programmes exceptionnels, tous relèvent de questions savantes en termes de technicité, de fonctionnalité et d'architecture, en neuf comme en restructuration de sites sensibles. » Après l'Institut national de l'énergie solaire, INES, à Chambéry, avec sa toiture à double géométrie, sa ventilation naturelle et sa climatisation solaire, en 2013, il étudie aussi le bâtiment du CNRS à Saclay, avec une salle blanche de 3000 m² utiles. Si le stade de Reims et les sites hospitaliers de Villeneuve-Saint-Georges ou l'hôpital Édouard Herriot de Lyon font de Michel Raymond un homme des grandes échelles et des grands territoires, la fabrication de l'espace, les proportions, la relation au site, au sol et au ciel, et l'art des toitures guident son écriture. Attentif à la permanence de l'architecture, il revient toujours au cadre, évoquant tour à tour la maison de Malaparte à Capri ou le De Pictura d'Alberti. Vous semblez à l'image de ces grandes figures de l'architecture qui ont jalonné l'histoire de la commande publique, comme l'était Marcel Lotz. Peut-être à tort, je n'ai pas l'impression que de telles figures émergent encore aujourd'hui dans le paysage architectural français. Qu'en pensez-vous ? J'en pense que c'est une question compliquée, que je ne suis pas un grand critique d'architecture parce que je travaille, j'ai la tête dans le guidon et le recul est pas tout à fait mon fort. Par contre, on peut dire deux choses. La première chose, c'est qu'il s'est passé en France une chose qui est très forte pour l'architecture, c'est la loi sur l'architecture de janvier 1977, où la commande s'est ouverte à beaucoup d'architectes, dont moi. Donc moi, j'ai pu accéder à la commande grâce à ça. Ça n'existait pas avant, et la commande était distribuée de manière très différente. On en parlera après, si vous voulez, mais il y a une manière très particulière de répartir la commande et la production architecturale du temps de Marcel Lotz. Il y avait lui, et puis il y avait tout le reste autour, qui n'était pas forcément tout brillant. Oui, il était architecte des palais nationaux, enfin il y avait un Oui, titre assez... mais c'était une manière, et lui, il avait une grande qualité pour faire, ce qui n'était pas forcément le cas de tous ses pairs. Mhm. Excusez-moi, j'ai pas la langue dans ma poche, je Ah vais mais pas m'en priver. allez-y. Mais Vous êtes là pour ça. voilà. Non, mais il vaut mieux être clair parce que sinon on n'avance pas. Ouais. Après, moi, j'ai pu accéder à la commande grâce à ça, parce que j'ai eu mon diplôme en 77. J'ai eu les albums de la jeune architecture juste après, enfin, on verra, qui me permet d'accéder à la commande un petit peu. Après, la question qu'on peut évoquer, c'est comment garder cette commande. Tout ça, c'est pour dire que c'est très différent de l'époque de Marcel Lotz. Le développer, ça sera assez long. Mais il y a vraiment un avant et un après. Et la déclaration de l'architecture comme d'utilité publique par les hauts fonctionnaires de Giscard d'Estaing, à l'époque, a été une chose extrêmement importante. J'ai moi-même été consultant de la MIC après. J'ai vécu ça de l'intérieur et de manière active, quoi. Après, la question, c'est comment cette qualité architecturale est maintenue. C'est plus compliqué. En étant un peu lapidaire, je dirais... Moi, mon angoisse a toujours été de continuer à avoir du travail, depuis que je suis tout petit. Et tous les jours, je m'émerveille d'en avoir, ou des fois j'en ai pas, mais globalement j'en ai. Et je me demande comment ça arrive. Je suis incapable d'expliquer à un jeune architecte comment faire pour en avoir. Par contre, j'en ai. Bon.
Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, là, si on fait un petit peu de méchanceté comme ça, on peut dire en fait que la critique architecturale en France a disparu, avec les revues d'architecture, en gros. Ça fait longtemps. Oui, quelques années, on va dire, parce qu'il en est resté encore quelques-uns. Il n'y a plus beaucoup de grands critiques d'architecture, il y en a encore, mais il n'y en a pas beaucoup. Les revues ont disparu, et les architectes ont de la notoriété, ce qui n'était pas le cas de Marcel Lotz, ce n'est pas sa manière. Les architectes ont de la notoriété aujourd'hui en fonction de la force de frappe de leur chargé de communication. Et c'est pas forcément très sain, quoi. Voilà. C'est tout ce que je pouvais dire là-dessus. Marie-Claude Richard, qui vous connaît finement, qui est directrice des projets au sein de votre agence, a aussi écrit de vous: si je devais décrire Michel Raymond, je dirais que c'est un homme très attaché au concret, à la matière, à la terre. Ses pieds sont fermement ancrés au sol, il conçoit l'espace d'abord, avec son corps et ses sens. Il arrive même parfois qu'il construise un environnement de sensations avant de composer un plan. Ainsi naissent les idées d'une atmosphère, pour exemple l'Atrium Bois de l'INES, ou d'un lieu particulier, le hall en pente douce de l'université de Cergy, ou encore le cadrage des vues. Fin de citation. Alors c'est sur vous aujourd'hui que le cadrage va s'opérer. Commençons par le début. Curieuse, j'aimerais savoir où s'est ancrée votre envie d'architecture, quel est votre parcours, votre jeunesse, vos études. Mon parcours et mon envie d'architecture, c'est assez simple. C'est quand j'étais enfant, c'est ma mère qui m'a, dans nos voyages en France, parce qu'on ne sortait pas beaucoup de France à l'époque, pas moi en tout cas, nos voyages en France nous faisait visiter tout ce qu'elle et s'émerveillait. Ma maman, c'était un peu une raffie. Et elle s'émerveillait des belles choses. On dit aujourd'hui les vieilles pierres, les églises, les maisons dans la campagne, des très belles maisons dans la campagne, comment elles étaient installées dans leur terrain, pas forcément horizontales, etc. Cette saveur de l'assemblage du paysage, on en parlera, et de l'architecture, très important. Cette composition très savante de la position des fenêtres, des toits, de tout ça. Et puis les églises, beaucoup d'églises, parce que ma mère était religieuse, et nous emmenait visiter les églises aussi pour l'architecture. Mais ce qui était important, c'est que dans les églises, on rentrait dedans. Une église, c'est dedans que ça se passe, plus que dehors. Ou alors dehors, quand c'est le dôme de Brunelleschi à Florence, le dôme, bon, bien sûr, mais c'est d'abord dedans. Et ça, j'ai appris que l'architecture, c'est dedans que ça se passe. Et on en parlera beaucoup parce que c'est beaucoup comme ça. Ma mère aimait pas l'architecture classique, elle appelait ça le style jésuite, tout ça. J'ai appris depuis à admirer, je suis un grand admirateur de François Mansart et de ces gens-là. Et je revendique ça, et je revendique surtout une culture de mélange. C'est-à-dire que je mets sur un même plan Le Corbusier, François Mansart et Brunelleschi. Et en tant qu'architecte, je ne suis pas historien. Et je pense que c'est important parce qu'au niveau de l'espace, je tire quelque chose d'homogène et de semblable dans tous ces gens-là. Voilà. Y compris du Forum romain à Rome ou d'un temple à Paestum ou autre. Il y a des constantes et c'est ça qui est intéressant. La gravité, par exemple, des choses comme ça. Après, j'ai aussi, donc j'ai assez vite décidé, j'étais en troisième, de faire mes études d'architecture. Là, j'ai lu Quand les cathédrales étaient blanches, de Le Corbusier. C'était un livre d'enthousiasme, un livre de dire que le monde d'avant, c'était fini et que l'architecture du monde d'après, c'était autre chose. Et donc, moi, j'étais, en tant qu'adolescent, tout enthousiaste. Voilà, ça m'a tout de suite parlé. J'ai beaucoup été tous les ans, plusieurs années de suite, chez des amis l'été à côté de Lyon. Et j'avais un vélo, je faisais beaucoup de vélo. Et j'étais à la Tourette. Donc, j'allais plusieurs fois à la Tourette et je comprenais rien à ce bâtiment, qui est très compliqué à comprendre, en fait, qui est pas du tout, qu'on comprend pas avec une émotion, qu'on comprend avec son cerveau aussi. Une fois qu'on a compris avec son cerveau, on peut comprendre avec l'émotion. Ouais, il y a quand même Mais on le comprend. la lumière à l'intérieur est très particulière. Ouais, mais Ronchamp, on comprend mieux ça directement avec Ouais. l'émotion. La Tourette, c'est très savant comme composition. C'est un peu plus de premier abord quand on n'est pas trop. J'étais pas trop formé, c'était plus compliqué. Mais j'y allais parce que c'était Le Corbusier et j'étais tout près, et c'était commode et c'était une belle promenade et tout ça. Et j'ai appris, j'y allais, je regardais, je marchais, parce que c'est une chose qui va beaucoup revenir dans notre entretien, c'est le mot regard, quoi. Regarder et apprendre en regardant, ça c'est une chose capitale, voilà. C'est Bruno Zevi, ça, Plutôt oui. C'est un très très beau livre qui est pour moi tout à fait d'actualité. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui passé de mode, mais je pense pas. J'en entends moins parler, mais je pense que c'est vraiment un livre qu'il faut toujours conseiller aux étudiants, en tout cas.
Et du coup, mais vos parents n'avaient rien à voir avec l'architecture? Pas du tout. Mon père me disait même: «Architecte, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas passer ta vie à faire de la gestion d'immeubles». Donc c'est pas lui Ouais. qui m'a encouragé, c'est Et moi vous tout et seul vous qui ai eu envie. et vous avez grandi, dans une ville ou, À La ou Rochelle, à bon, La j'ai grandi dans Rochelle? plusieurs villes, mais La Rochelle, c'était une ville Oui, que j'avais pas beaucoup d'amis parce que c'est une ville un peu fermée, comme en province souvent. Mes parents déménageaient souvent, donc j'ai passé, oui. mon adolescence à La Rochelle mais j'avais une grande complicité avec, les rues de La Rochelle et les tours et le port et des choses comme ça et c'est une ville, le soleil sur les pierres, enfin, c'est extraordinaire. Le soleil, les pierres bouffées par le vent, c'est incroyable. Les pierres sont mangées sur, 10 centimètres de profondeur par le vent. Enfin, toute cette chose-là, c'est là qu'on comprend qu'il y a des pierres plus dures que d'autres, enfin, et cetera. Moi, je suis très sensible, j'aime bien le côté sensuel de l'architecture et là, j'ai appris ça, voilà. Et puis après, bah, je suis rentré à l'école d'archi, c'était un choc parce que l'école d'archi, à la fois, on apprenait des choses pas très passionnantes. Alors là, vous êtes rentré à Paris, Ouais, j'étais à Paris là à oui Belleville? et là j'ai non, non, c'était le Grand Mmh. Palais Ah et oui. là, à Paris, avant ça, j'étais adolescent, il y avait mai 68, je suis rentré à l'école Ah en oui, 69 ouais. et j'étais pas du tout indifférent à tout ce qui se passait là. Mais j'avais surtout je l'avais vu à La Rochelle et je l'ai vu, à Paris. Une grande révolte, j'étais révolté de voir, comment ce que j'avais aimé dans l'architecture à La Rochelle et la vieille ville et tout ça et ce que je voyais se construire comme bâtiment récent. C'était impossible pour moi, mais vraiment pour moi, c'était du scandale. Je suis passé devant, la construction de fameux, justement, Potier, le Grand Prix de Rome qui construisait le Val-de-Grâce. C'est un scandale, ce bâtiment, faut le dire comme ça, quoi. C'est une horreur. Le Val-de-Grâce à côté de ce bâtiment, magnifique. Construire un espèce de machin comme ça avec son porche d'entrée, en ruban plié, arrondi, stupide. Excusez-moi, mais ça m'a rendu fou. Et je me suis dit: «C'est pas possible. Un type comme ça, je l'appellerai jamais confrère, quoi». D'abord, ce mot confrère, je le déteste, ça m'intéresse pas, ce mot-là. On n'a pas besoin de m'utiliser des mots comme ça. Mais voilà. Et donc il y avait cette révolte et puis on a eu un peu de mal à trouver. Après, on a rencontré Siriani, qui était à l'époque, pas du tout ce qu'il était, à vouloir enseigner une manière de faire, mais il nous extirpait de nous, à cette époque-là, une manière de penser. Il nous apprenait à penser. Il nous apprenait que l'architecture, c'était tant qu'on n'a pas une idée, il faut pas dessiner. C'est ce que j'en ai retenu en tout cas. L'architecture, ça vient d'une idée, d'une pensée. S'il n'y a pas pensée, on dessine pas. Et donc, premier projet, une maison. J'étais déjà un peu en train d'arrêter l'architecture, je le suivais sans suivre l'école, mais enfin, je suivais ce projet-là, une maison. Et là, un choc encore, il fallait décider comment était organisée la maison pour une famille. Quelle famille, laquelle? Moi, je ne savais pas faire. Donc j'étais avec un copain, on faisait le projet à deux, Bernard Franjou. On a pété un câble et on a dit c'est pas possible. Moi, je sais pas définir, je sais pas dessiner pour quelqu'un d'autre. Je sais pas faire ça. Et donc, c'est la première question de l'usage qui va revenir, je pense, dans l'entretien. Mmh. C'est moi l'usage, c'est le fondement d'une pensée. En même temps, on avait un professeur qui s'appelait Henri Lefebvre et des adjoints qui s'appelaient Henri Raymond, qui travaillaient avec lui, Nanterre, qui travaillaient beaucoup sur l'usage du logement. Et moi, ça me passionnait, ça, en même temps que la forme. Les deux choses, les deux opposés, c'est pas. Il y a des moments, à l'époque, il y avait les Siriani et puis les Huettes, les typomorphos. Et moi, j'étais les deux à la fois. Et cette question de l'usage, moi, je dis c'est pas possible. Je sais pas dessiner pour une famille. Moi, je sais pas. Faut qu'on m'explique. Donc, j'ai arrêté l'école pendant 2-3 ans. J'ai fait des tas d'autres choses et j'ai repris après en me disant que c'était plus compliqué que ça et que petit à petit, j'allais comprendre. J'allais rentrer dans le système. J'allais trouver des outils pour faire. Voilà, en gros. Bon. Et cette chose de l'usage et voilà. Et la chose qu'une forme est toujours issue d'une pensée, ça, c'est important. C'est la fameuse vision de l'ar de l'architecte, non? Non, c'est parce que la pensée, elle est issue elle est issue de la compréhension et de l'intelligence du sujet qu'on a. Mmh. Elle ne vient pas d'une vision, justement. L'inspiration, c'est quelque chose que je trouve aussi complètement à côté du sujet. Mmh. Les architectes qui se trouvent inspirés et qui font une création comme ça, c'est un rêve, un rêve cuculapraline, ça n'existe pas, ça. La création, c'est compliqué, quoi. Je ne veux pas dire que c'est Mmh. douloureux. C'est parfois douloureux parce qu'on trouve pas, mais on sait qu'on va trouver parce qu'on a confiance en soi. Mais la création, c'est quelque chose, il faut vraiment s'accrocher à l'idée de départ et comment transformer cette idée en une forme. Parce qu'on est des créateurs de formes, et on est créateurs de formes, et surtout pas des reproducteurs.
Il ne faut pas reproduire quelque chose qu'on a déjà fait, ou le moins possible, pas dans l'essence du projet. Et cette chose-là, c'est important, quoi. Et donc, pour finir, je dirais juste ça, une petite pique. Comme je dessine pas très bien, je dis que je fais des croquis, des choses comme ça, des maquettes, des machins, mais je dessine pas, je me mets pas devant un arbre pour dessiner un arbre avec l'aquarelle et tout ça, je sais pas faire ça. Et je pense que souvent, les gens qui font comme ça, ils s'attachent trop au dessin, à la logique du dessin. Il y a beaucoup d'architectes qui dessinent beaucoup avant de concevoir et ils se laissent enfermer dans leur dessin et leur bâtiment reflète leur dessin. Et finalement, construit, ça n'est plus un espace à vivre à l'échelle de l'homme. C'est un espace, c'est un joli dessin. Oui, c'est une projection. Ouais, en grand. Mmh. Mais l'échelle, qui est encore un autre sujet, n'est pas là. Et donc, voilà, un peu brosser des sujets comme ça, qui sont des trucs auxquels je tiens depuis que je suis tout petit et que je précise un peu en avançant. Voilà. Alors, vous avez commencé de quelle manière votre activité d'architecte? Vous évoquiez tout à l'heure les albums de la jeune architecture. Qu'est-ce qui a déclenché vos premiers projets? Vous êtes passé par des agences ou vous vous êtes mis à votre compte tout de suite ou... Je suis passé par des agences d'abord parce que j'avais pas de sous, donc il fallait manger pendant toutes mes études. Donc j'ai travaillé pendant toutes mes études. Oui. Ce qui aujourd'hui est plus possible parce que l'enseignement à l'époque était plus lâche, quoi. Donc on avait plus de temps pour le faire. Maintenant c'est plus compliqué. Mais moi je pouvais, puis j'avais pas le choix. Et donc après j'ai travaillé dans des agences, mais avant ça j'ai assez vite travaillé dans une agence d'un architecte qui s'appelait Henri Lassène. Henrik Lassène, il était danois, qui m'a fait faire un immeuble qu'il a complètement signé, que j'ai pas signé, mais que je revendique comme mon premier immeuble et dont je suis extrêmement fier et que je surveille sur Google Earth régulièrement et qui est une copropriété de 63 logements à Lille, à côté de la Madeleine, rue de l'abbé Lemire. Et c'est un immeuble qui traduit une recherche que j'avais faite à la fin de mes études pour le plan construction. J'avais fait un pan que j'avais perdu et le plan construction m'avait donné des sous pour faire une recherche sur la façade épaisse. Donc la question des murs est une question qui m'a toujours passionné. C'est un mur, en soi ça m'emmerde. Ce qui m'intéresse dans un mur, c'est comment on passe au travers. Belphégor. Non, mais pour passer au travers, et Louis Kahn a des très belles figures là-dessus, des très belles images là-dessus, c'est on fait un trou, on fait pas un trou n'importe comment, ou on fait une porte. Et à ce moment-là, on découvre que le mur a une épaisseur. Et quand on voit le mur sans le percer, on ne sait pas quelle épaisseur il va avoir. Et donc cette épaisseur-là, ça fait une embrasure, ça fait toute une histoire. Vous en avez parlé tout à l'heure de Alberti et tout ça. C'est dans Alberti aussi qu'on retrouve ça, mais je l'avais pensé avant, moi. Les murs épais, les deux sièges qu'on voit dans les fenêtres des châteaux au Moyen-Âge, qui est une image que tous les gamins connaissent par cœur. Moi, j'avais ça dans ma tête. Et s'asseoir dans le mur, et avant de traverser, rester en lisière du mur, tous ces mots, et on rejoint ce que les gens d'Henri Raymond et Henri Lefebvre m'apprenaient sur la lisière, sur le seuil, sur toutes ces choses-là. La traversée, tout ça, comment on entre, comment il y a un dedans, comment il y a un dehors, comment il y a un avant, il y a un après. C'est des choses peut-être sociologiques, mais qui, moi, m'ont appris à donner du sens à mon travail d'architecte. Voilà. Alors, l'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est: est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école? Eh ben non, sûrement pas. C'est pas possible. J'ai envie de faire trop de choses. Chaque fois que je fais un projet, j'ai de grosses satisfactions. Des fois, j'en trouve un peu moins réussis que d'autres. Mais en général, on a des doutes. Et puis quand c'est construit, qu'on se retrouve devant, on est plutôt content. Puis on attend que le maître d'ouvrage soit content aussi quand même. Enfin, le maître d'ouvrage ou les gens qui vont habiter dedans, voilà. C'est pas forcément la même chose, mais c'est souvent la même chose. Mais on a toujours l'impression d'avoir raté un peu quelque chose aussi, quoi. Ouais. Par contre, en ce moment, je m'amuse à publier sur Instagram tous mes projets autour de la région parisienne, mais pas en fonction des dates, en fonction de la distance par rapport à mon agence. Donc, tous les 2 jours, je m'éloigne un peu plus. Et je suis pas forcément mécontent j'ai pas l'impression de m'être démodé ou de me mettre, que les projets anciens soient démodés. Donc, je suis plutôt fier de ça. Et quand j'en parle à mes amis, ils me disent la même chose. Donc, voilà. Donc, il y a une recherche là-dedans que j'ai pas finie. Donc, c'est pour ça que je suis pas satisfait. Ma recherche, j'ai 71 ans, j'ai vraiment pas envie de prendre ma retraite. Je suis en bonne santé, j'ai envie de travailler encore longtemps et j'ai encore beaucoup de défis à relever, de monde à découvrir, des sujets auxquels j'ai jamais touché, que je rêverais de toucher parce que faire de l'architecture, c'est rencontrer le monde, c'est rencontrer les autres pour leur donner quelque chose, puis faire que le monde soit plus beau aussi. Enfin, faut être un peu, je suis très naïf moi et j'y tiens ça. Donc faire de l'architecture, c'est faire que le monde soit plus beau. Ça, j'y tiens beaucoup à cette phrase. Peut-être très simple, mais très importante. Et puis encore un bon boulot. Oui, bien sûr.
Alors, quand je travaillais chez mon oncle Paul de Ponte à Cergy, au jardin tropical, de ma planche à dessin, j'étais aux premières loges Mmh. pour suivre la construction de votre université. Ensuite, lorsqu'elle fut ouverte, j'eus plaisir à y rentrer et à emprunter sa rue intérieure lumineuse, spacieuse, à la manière des nefs corbuséennes. Première question qui touche au projet et préalable à votre production, estimez-vous avoir été très influencé par Le Corbusier? Oui, bien sûr, mais pas que. Mmh. Parce que Le Corbusier, on en parlait beaucoup, oui, la lumière, le plein, le vide, les brise-soleil, les choses comme ça, le plan libre, etc. Après, quand on fait un bâtiment, et là, c'était un bâtiment gigantesque pour moi, c'est un bâtiment qui fait 25 000 m², qui a plein de parkings, qui est construit par-dessus une voie ferrée. Enfin, c'est un truc. C'est pour ça que la Mmh. rue est en pente, parce que la voie ferrée est en pente. Elle monte la colline pour aller à Mmh. Saint-Christophe, donc la voie ferrée est en pente, donc le bâtiment est en pente, donc le hall est en pente. Dans le hall, on monte de 5 mètres, quoi, sur 180 mètres de long, ou 4 mètres sur 180 mètres de long, donc c'est un hall assez particulier. Et là, ça reprend un projet de Centre-Soyout, je crois, de Moscou, de Corbu, Mmh. où le hall était tout en pente, comme ça. Mmh. Mais c'est une coïncidence. Mmh. Par contre, oui, la manière de percer le mur, il y a bien sûr Le Corbusier, parce qu'on perçait un mur, dans mon rêve, percer un mur, c'était percer des murs de 2 mètres d'épaisseur dans les châteaux forts. Louis Kahn a un petit dessin comme ça très beau dans ses livres sur une tour en Écosse, je crois, où il montre comment toutes les manières d'occuper l'épaisseur d'un mur, par un escalier, un placard, une fenêtre, etc. Une cachette. Bon. Aujourd'hui, quand on fait des murs, il faut 20 cm d'épaisseur. Mmh. Donc comment redonner la même sentiment de traversée avec un mur qui fait que 25 cm d'épaisseur? C'est par des pliages. Donc j'ai des boîtes pleines des boîtes à chaussures, en l'occurrence, pleines de petits bouts de carton que j'ai fait à l'école, que je fais encore, où je fais des pliages pour montrer comment, avec un mur de 25 cm d'épaisseur, on peut donner le sentiment de l'épaisseur, et donc que Mmh. la traversée est un moment, et pas furtif. C'est un vrai moment. Il y a l'intérieur, il y a la traversée du mur, et il y a l'extérieur. Alors, il y a des moments où on n'a pas besoin de ça, comme on fait des murs rideaux, comme Yves Van der Rohe savait faire. On traverse, on s'en rend à peine compte. Mmh. Mais c'est pas toujours le cas. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de vos projets emblématiques ou actuels? Alors, je répète, projet hospitalier, universitaire, laboratoire, projet pour l'industrie, le tertiaire, le sportif, en France, mais aussi à l'étranger. Et d'ailleurs, combien de projets en tout? J'ai compté qu'en comptant des petits projets qui étaient des petits aménagements, Ouais, j'ai dû faire 120 projets. ouais. Le premier, c'était le projet de Lille, Mmh. donc 63 logements, dont je suis toujours très fier. Je pense que c'est important qu'un architecte soit très fier de son premier projet, même si c'est pas moi qui l'ai signé, mais j'ai tout fait, quoi, avec l'agence de Henri Glassen, qui m'a très gentiment donné tous les moyens, parce que ça l'arrangeait. Bref, Mmh. ça s'est passé comme ça. Et, euh, et dans les projets, le deuxième, c'était vraiment mon projet, c'était une fontaine. Voilà. Petite fontaine, un petit cube de 2,20 m qui était beaucoup inspiré des images que j'avais vues d'Ispahan, qui est aussi une source d'inspiration incroyable. Elle a été réalisée, cette fontaine? Oui, et démolie. J'ai découvert il n'y a pas longtemps sur Ouais. Google Earth que les gens Elle l'avaient fait était où? à Noisy-le-Grand. Mmh. Bref, Mmh. c'est comme ça, c'est la vie des fois. Mmh. Et dans les projets, oui, j'ai fait des choses très différentes, et à chaque fois, c'était un monde différent que je découvrais, des gens différents. Donc, si j'en énumère une dizaine, j'aurais envie de l'énumérer les gens qui m'ont marqué à l'occasion de ces projets. Donc, à l'université de Cergy. L'université de Cergy, c'était une université, c'est un bâtiment qui regroupait des tas de choses, bibliothèque, médiathèque, recherche, enseignement, amphi, il y avait 3000 places d'amphi là-dedans. C'est un bâtiment, c'était toute une pièce urbaine, comme on disait à l'époque, machin, c'est tout un ensemble. J'avais fait avant l'IUT, je trouvais que j'ai gagné 3 concours de suite, et qui fait que ça fait un ensemble qui fait plutôt 40 000 mètres carrés, l'ensemble, autour de, voilà, avec des moyens très limités, hein. C'était pas du tout des bâtiments luxueux. Ils sont luxueux parce que je me suis débrouillé pour qu'ils le soient, mais c'est pas le budget Mmh. qu'il était. Donc là, il y avait le président de l'université, Raoult, qui était un type incroyable, un type qui bossait 15 heures par jour, tous les jours, samedi, dimanche, tout ça. C'était formidable de travailler comme ça. Il y a le recteur Frémont, qui était un grand recteur de l'éducation nationale que j'ai rencontré. Puis il y avait un monsieur tout simple, qui était le Michel Corion. Je lui demanderais d'écouter, parce que ça lui fera plaisir d'entendre son nom, qui était le maître d'ouvrage au quotidien et qui était incroyable pour faciliter cette liaison entre les utilisateurs et tout.
Après, il y a eu l'école d'arts et métiers de Metz, où j'ai appris que c'était l'industrie. Donc, j'ai travaillé avec des industriels, la métallurgie de l'Est. Il y avait Jean Truffy, qui était un type assez étrange, que j'aurais pas eu comme ami dans la vie de tous les jours, mais que Marie-Claude Richard, justement, a fait ce projet avec lui. Ils avaient tout pour pas s'entendre, mais ils s'entendaient bien sur le projet. Parce que c'était deux travailleurs infatigables. Voilà, il y avait après Écully, j'ai fait le laboratoire de la police scientifique à Écully. Alors ça, les laboratoires de police scientifique dans un parc magique, un très beau parc avec des cèdres, des séquoias, tout ça. À Écully, c'est à côté de Lyon, c'est la banlieue chic de Lyon. Et j'ai coupé un paquet d'arbres incroyables pour préserver une clairière, parce que j'ai dit que dans la forêt, ce qui était plus beau, c'était la clairière, la lumière au milieu de la forêt, quoi. C'est un grand parc, c'est pas une forêt, mais bon. Et donc là, j'ai appris ce que c'était la recherche, j'ai appris ce que c'était les flics, et j'ai travaillé avec un chef de projet qui était un flic en fin de carrière, qui est devenu commissaire principal à la fin, qui était un type vraiment invraisemblable. Je suis allé le revoir chez lui, il m'a raconté toute sa vie de flic à la retraite, il s'appelait Christian Barthes. Sa vie d'enquêteur, sa vie à la BAC, enfin, c'est un vrai flic, un peu de gauche, on va dire. Quand il racontait sa vie, c'était passionnant, quoi. Donc j'ai découvert cet univers, parce que j'étais pas... Quand j'ai passé l'oral de ce truc-là, le grand patron de la police s'appelait M. Jevakov, c'était le numéro 2, enfin le numéro 1 même du ministère de l'Intérieur au niveau de l'administration, m'a demandé qu'est-ce que vous pensez de la police dans l'oral. Moi, je lui dis, police, moi, je suis ex-68 pas terrible comme réponse, quoi. Et en fait, bon, ce Christian Barthes m'a expliqué ce que c'était. Après, j'ai fait à Reims le stade de Reims, donc le stade de Reims, le stade de l'équipe de Reims, magique. J'ai appris ce que c'était la foule, j'ai appris ce que c'était faire venir une foule, j'ai appris ce que c'était faire communier une foule ensemble. Moi, le foot, ça m'intéressait pas du tout, hein. De la même manière que la recherche, la police, ça m'intéresse pas. J'ai fait des hôpitaux, je suis en bonne santé. Je fais que des projets qui m'intéressent pas du tout dans ma vie privée, hein. C'est au contraire, je rentre dans des univers. Et là, l'univers du foot, c'est passionnant, les joueurs. J'ai même serré la main de Raymond Kopa. J'ai photographié côte à côte avec Raymond Kopa. J'ai fait un discours au milieu de la pelouse devant Raymond Kopa, etc. C'est formidable. Après, l'hôpital Saint-Antoine, donc c'est la réanimation de Saint-Antoine, donc c'est les urgences, plein centre de Paris, tout près de mon agence. Donc c'est les soignants, les urgentistes, tout ça, c'est des gens incroyables, quoi. Il faut les rencontrer, il faut voir ce que c'est. Leur vie, des gens qui tournent 24 heures sur 24, c'est incroyable. Un autre hôpital après Villeneuve-Saint-Georges, un directeur qui est décédé maintenant, Philippe Paris, et puis surtout un président de la commission médicale d'établissement, le patron des médecins, qui s'appelait Monsef Ketari. C'est un Tunisien qui est arrivé en France. Un hôpital à Villeneuve-Saint-Georges, c'est un hôpital qui sert les gens pauvres. C'est un des bassins les plus pauvres de région parisienne. Et donc les médecins qui étaient là, c'était tous d'un dévouement pas possible. Et je leur ai fait un bâtiment qui est une espèce de bateau comme la Naveva de Fellini, quoi. Et donc tous les gens qui arrivent là, ils sont émerveillés. Ils disent tout ça, on m'accueille comme ça, moi. Et moi, je suis content de donner ça à tous les gens qui arrivent, quoi. Ainsi de suite. Après, il y a l'INES, vous en avez parlé. Donc là, je parlais juste de Frédéric Nicolas, parce que ce projet, on l'a fait à deux, un ami architecte avec qui on était à l'école ensemble. Et lui, il était très passionné d'énergie solaire. Il est resté. En plus que moi, le boulevard Raspail, donc la rénovation du boulevard Raspail, bâtiment Lotz de Pont-Beauclerc. Donc travailler sur le bâtiment de quelqu'un d'autre, ça demande un peu d'humilité. Ça fait de la découverte. On découvre des tas de choses un peu étranges. Je crois que vous connaissez un peu. Ah bah, oui. Et là, c'est une petite partie de ma thèse de doctorat, c'est une histoire familiale en plus. Parce que pour tout vous dire, mon père avait dessiné le jardin. Le jardin, il n'a pas vraiment été reconstruit dans la rénovation du projet, malheureusement. Mais après, c'était aussi une histoire avec François Chatillon, et qui on a fait 3 projets. Et il y a le groupe Air Liquide. Alors, faire le centre d'R&D d'Air Liquide, ça, j'en parlerai tout à l'heure sur la manière, quand on parlera de l'usage. C'est un projet avec une histoire. On a gagné le concours avec une page blanche, sans projet. Donc, comment on a fait le projet avec des gens d'Air Liquide, qui sont des gens... Air Liquide, c'est le groupe, un des groupes français les plus puissants du monde. On travaillait avec des gens comme ça pour faire leurs bijoux, leur flagship, comme ils appelaient ça. C'était une aventure. Waouh! Pour moi, c'était du rêve. Et après, les projets étrangers. À Tel Aviv, on a gagné par hasard un projet de recherche en nanosciences, nanotechnologie, hyper sophistiqué en technique embarquée. Bâtiment financé par Roman Abramovitch, que tout le monde connaît un petit peu, qu'on verra jamais, qu'on n'a jamais vu, mais le bâtiment va porter son nom. Il donne un chèque sur la table, voilà. Et là, rencontre avec des chercheurs israéliens, rencontre avec Israël, que je connaissais pas du tout, qui est un pays avec des tas de choses contradictoires, qu'on découvre, quoi, et qu'on regarde avant d'avoir un avis dessus. D'abord, faut regarder, il y a beaucoup de choses.
Et donc, Ofer Lugassi, un chercheur, Yael Anaïn, qui était une femme qui était chercheur très discrète, mais tellement habitée par son sujet que moi, je suis émerveillé devant ça. Après, Bruxelles, le gros projet qu'on a gagné, presque fini, parce que je voulais citer, parce que c'est un peu des témoins, ça, tout ça. Ben oui. Un très gros projet à Bruxelles où on restructure un bâtiment et on l'agrandit. Il y a 340 millions de travaux, donc c'est énorme en plusieurs phases. Et on construit un bâtiment qui était à l'origine très dur et très violent, et à côté duquel Lucien Kroll a construit en réaction ces bâtiments emblématiques qui s'appelaient la Mémé, la maison médicale, ça voulait dire, qui était très célèbre, qui était publié en couverture d'Archi d'aujourd'hui à l'époque et tout ça. Et en disant, ce bâtiment-là, les années 70, c'est un monstre, moi je veux faire le contraire, de l'autre côté de la rue. Et moi je me retrouve avec Lucien Kroll, que j'apprécie quand même, puis qui est quelqu'un qui avait une pensée justement, à rénover ce bâtiment en lui inversant son image. C'est un bâtiment qui était refermé sur lui-même et en l'ouvrant sur le monde. Donc c'est très intéressant. Stade Torpedo à Moscou, là j'ai découvert la Russie, alors je suis encore à le découvrir. Les Russes, l'Union soviétique, tout ça, leur histoire, on comprend rien quand on n'y va pas. On a des vues depuis la France complètement simplifiées. La Russie, c'est un pays assez proche de nous finalement, mais bon, différent. Et l'histoire soviétique est restée très ancrée chez eux. C'est passionnant de voir ces gens-là. Et puis le dernier projet, là, dont je suis très fier, dont Marie-Claude Richard s'occupe, puisqu'on a parlé d'elle déjà, projet hospitalier à Lyon qui s'appelle Boréal, qui est pour moi l'aboutissement de ma manière de concevoir, de notre manière de l'atelier de concevoir les projets, et d'arriver à une esthétique qui est directement issue de notre manière de travailler. Il n'y a rien dans ce bâtiment que une manière de faire joli. Le projet, il est fait directement, toute sa forme est directement issue de la manière de le concevoir. Et donc ça fait référence à des mouvements comme Archigramme, et des choses comme ça. Et il y a vraiment pour moi là un vrai travail que j'aimerais développer, que je commence à développer, on n'en est qu'à la PD, de comment on conçoit un projet sans jamais... Il y a de la subjectivité dans la méthode de travail, mais il n'y a pas de la subjectivité dans le tiens, j'ai trouvé une jolie forme un jour en me baladant, je vais la coller là, quoi. Et ce projet-là, en plus, il a une adhésion de tous les utilisateurs comme j'ai jamais vu. Donc il est pour moi, donc Bruno Casabat, Anne-Dec Garcia, c'est encore des gens, tous les soignants qui travaillent là-dedans qu'on rencontre, parce qu'on travaille avec tous les soignants qui regardent les plans tout le temps. Plus de 100 personnes regardent les projets tous les mois. C'est la démarche de Lean Design qui a été mise en place par l'hôpital, qui a une manière, on reboucle sur l'usage, qui a une manière absolument formidable, malgré notre réticence au début, d'intégrer les utilisateurs dans la conception d'un projet. Voilà. Mmh. Alors comment appréhendez-vous la question du rapport du paysage et de l'architecture et la question de l'orientation? Le paysage, c'est là où on pose le bâtiment. Et puis le paysage, c'est aussi ce qu'on voit depuis le bâtiment. Et le paysage, c'est un univers, c'est tout ce que l'œil en voit, quoi. Donc il y a l'horizon, il y a Corajou qui a dit des très belles phrases. Le paysage, c'est là où la terre et le ciel se touchent. L'horizon, enfin, ouais, de ça. Et moi, j'ai assez vite rencontré des paysagistes. J'ai rencontré Jacques Coulon, j'ai rencontré Laure Planchet, j'ai rencontré des gens comme ça, Alain Marguerite. Des paysagistes qui sont vraiment habités par leur métier, quoi, par leur savoir. Et ils m'ont appris à regarder le paysage. Je savais un peu le regarder. Ma mère m'avait appris à regarder les peupliers au bout du champ, là où on allait en vacances, ça. Mais j'ai toujours été choqué par des architectes qui montent leur bâtiment où la photo s'arrête à ras des murs. Un bâtiment, c'est un morceau de paysage, quoi. Ça peut pas être tout seul. Ça peut pas être une machine célibataire. J'emploie souvent ce mot-là qui plaît pas à tout le monde, mais quand le bâtiment devient une machine célibataire, je trouve que c'est complètement, ils n'ont rien compris, quoi. C'est pas comme ça que ça marche. On est dans le monde, il y a un paysage, donc il y a le sol, le ciel. J'ai même l'habitude de dire que moi, ce qui m'intéresse dans un bâtiment, c'est comment il touche le sol, comment il touche le ciel, et ce qui se passe entre les deux m'intéresse pas trop. Parce que quand on fait vraiment bien toucher le ciel à un bâtiment, je me suis planté une fois dans un bâtiment qui touchait le ciel, qui touchait mal. Ça m'a vacciné pour ma vie. Et quand on fait comment un bâtiment touche bien le sol, parce que le sol, c'est jamais horizontal. Il y a des gens qui n'ont pas compris ça encore. Le sol, c'est toujours en pente. Donc, forcément, parce que sinon l'eau s'écoulerait pas, elle irait pas vers les rivières vers les fleuves, etc. Et les fleuves vers la mer. Donc, si le sol n'était pas en pente, donc la géographie, c'est une chose que j'aurais aimé faire si j'avais pas été architecte, quoi. Voilà. Après, je deviens bavard. Et l'orientation, c'est le soleil. J'ai appris aussi l'architecture en me prenant dans des forêts. Quand on se promène dans une forêt, on voit qu'il y a de la mousse sur les arbres d'un côté, pas de l'autre, donc on perd le nord.
Les bâtiments, je trouve que c'est... Aujourd'hui, je fais des choses aussi en fonction de certaines révoltes, forcément. J'ai aussi certaines révoltes quand je vois des bâtiments qui, aujourd'hui, parce qu'il y a longtemps, où les gens n'avaient pas forcément cette conscience-là, mais où toutes les façades sont pareilles, je vais dire. Je pense qu'une façade au sud, une façade au nord, une façade à l'est, une façade à l'ouest, c'est pas pareil. D'abord, ça regarde pas les mêmes choses, il y a le paysage, mais ensuite, les apports solaires sont pas du tout les mêmes. La manière dont se protéger du soleil, c'est pas du tout la même. À l'époque du boulevard Raspail, on n'avait pas cette question-là, on mettait la clim à fond. D'ailleurs, dans les sous-sols, il y avait une clim qui était digne d'une machinerie de paquebot transatlantique. C'était formidable, incroyable, qui n'a pas marché longtemps d'ailleurs. Ouais, tout à fait, avec Parce tous que ces tuyaux. C'était incroyable. Je crois que c'est les gens qui étaient aux Amériques, ils ont dit on veut un truc à l'américaine, comme dirait Jacques Tati. Là. Mais complètement. C'était ça. Et puis, Paul Deponte, il a quand même beaucoup participé à ce projet. Enfin, c'est vraiment, je pense, son projet. Il y a à quelques nuances près. Et il travaillait, il avait fait toutes ses études là-bas. Donc, c'était vraiment c'était un projet à l'américaine où justement, comme aujourd'hui c'est une vraie question, on en parlait pour Air Liquide, on fait toutes les fenêtres fixes et on met la clim à fond. Aujourd'hui, on ne peut plus faire comme ça. Alors, pour Raspail, on était obligé de le faire parce que le bâtiment était comme ça, on respectait sa manière d'être, quoi. Mais donc à ce moment-là, on se pose la question. Au sud, on se protège d'une certaine façon. Au nord, il n'y a pas trop de sujets. À l'ouest, c'est très compliqué de se protéger du soleil. Parce que moi, dans les questions environnementales, il y a plusieurs sujets. Il y a la question de s'occuper de ne pas dépenser beaucoup d'énergie l'hiver, pas très compliqué à résoudre. Il y a la manière de mode de construction, le bâtiment décarboné, tout ça. C'est une question compliquée avec les bâtiments que je fais. C'est pas très facile d'utiliser le bois. Puis en plus, le bois, on ne sait pas d'où il vient, donc c'est un peu compliqué encore. Par contre, il y a la manière de gérer les apports énergétiques. C'est ce que j'ai fait au bâtiment de l'INES à Chambéry avec Frédéric Nicolas pour le CEA, Jean Terme, qui était un grand patron du CEA, qui voulait en faire un démonstrateur. C'est un bâtiment qui est un démonstrateur, qui est toujours appareillé d'ailleurs 10 ans après pour voir comment l'énergie circule là-dedans. Et ce bâtiment, toutes ses façades sont différentes. Elles sont différentes à la fois par la vue, parce que c'est au milieu de la montagne, donc c'est un paysage de rêve, mais aussi par rapport au soleil. Donc c'est un bâtiment carré où chaque face est spécifique. Chaque façade est différente. Donc, c'est un bâtiment orienté, j'appelle ça comme ça. Et j'ai appris ça dans un livre, je voudrais en parler parce qu'il n'y a pas beaucoup de livres qui parlent de recherche architecturale. C'est un livre de Pierre Pinon. C'est un très grand bonhomme que j'ai jamais rencontré, mais qui a écrit quelques livres et qui a écrit un livre qui s'appelle Former des formations des objets architecturaux et urbains. Aujourd'hui, ça fait un peu bizarre de parler de livres qui parlent de conception architecturale, parce qu'ils n'existent pas trop. Justement, c'est l'inspiration qui fait le moteur de la conception architecturale, dont je pense qu'il y a des analyses et des réflexions. Et il analysait en particulier des choses formidables, qui étaient les bâtiments. Ça m'a beaucoup fasciné, c'est comment une mosquée à Ispahan s'installe dans la rue. Il y a le paysage urbain, il y a le grand Meydan El Chak et le grand Caravansérail là, au milieu de la ville. Et puis il y a des mosquées autour de ce grand espace public. Et les mosquées, elles se tournent. Normalement, elles devraient être parallèles à la place, perpendiculaires, etc., simple. Mais non, la Mecque, c'est pas là. La Mecque, c'est à 45 degrés ou 48 degrés, un truc comme ça. Donc, il y a une architecture extrêmement savante. J'y suis allé, en plus, à Ispahan pour le voir. Et ce que j'ai vu, c'était exactement ce que j'avais compris en voyant des photos et des dessins. Donc, c'est très amusant. Donc, de cette façon qu'on peut comprendre rien qu'avec des photos et des dessins. Mais c'est extrêmement savant. C'est pas une compromis, comme c'est un mot que je déteste en architecture, c'est le mot compromis. C'est une solution supérieure. Voilà. Alors, je voulais noter juste pour la Maison des Sciences de l'Homme, en fait, il y a aussi une question de protection vis-à-vis du boulevard et la ligne de métro qui passe. Le bruit, bien sûr. Parce qu'un maître des chercheurs à cet endroit-là, il fallait quand même se protéger. Il voulait que les fenêtres ne s'ouvrent pas pour être tranquille pour travailler, bien sûr. Fin du premier volet. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour la seconde partie. À très bientôt. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse Comdarchi Podcast, COMDARCHI Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.